Bonjour à tous, merci de vous être connectés à cette heure qui est jamais très très facile. Et surtout un grand merci à Sonia et Damien pour être là parmi nous aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est de leur laisser assez rapidement la parole. Peut-être juste vous les présenter. Donc Damien Gaucheran, directeur de Innoval, et Sonia Aimé de Impact Collectif. Ils vous présenteront du coup l'étude qu'ils ont faite sur un diagnostic de la filière photovoltaïque sur leur territoire et la méthode qu'ils ont utilisée, les résultats et les perspectives de travail que ça ouvre. Et puis ensuite, on aura un temps d'échange. Donc, je vous propose de garder vos questions pour ce moment-là. Et vous pouvez, bien sûr, vous pourrez ouvrir vos micros le, autant que vous voulez pour poser des questions et prendre la parole. Eh ben, je vous laisse la main, Damien et, Damien et Sonia. Je ne sais pas qui commence. Sonia, on se présente chacun un tour de rôle dans l'ordre alphabétique. C'est Sonia en première, vas-y. Bonjour à tous, merci pour l'accueil Noémie, ravie de pouvoir vous présenter notre travail aujourd'hui. Donc moi je m'appelle Sonia Aimé, je suis ingénieure dans les énergies et l'environnement de formation et j'ai fondé un cabinet d'accompagnement auprès des structures qui œuvrent pour la transition, donc les acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais aussi les acteurs publics et un petit peu les entreprises qui essayent aussi de se mettre à la manœuvre. Je travaille avec Damien, du coup, Innoval, depuis quelques années sur les sujets du solaire et c'est tout ça qui nous amène aujourd'hui à vous présenter le travail qu'on a mené sur les derniers mois, ou plus précisément à la fin de l'année dernière. Et je laisse Damien se présenter, du coup. Merci beaucoup, Sonia. À mon tour de remercier Noémie et tout le réseau RAC de nous accueillir et nous permettre de partager avec vous ce projet qui nous a occupé, Sonia, son équipe et la mienne, en 2024. Alors moi, je m'appelle Damien Gaucheran, je dirige Innoval, qui est une structure de développement des projets économiques à impact et qui sont utiles à la transition. On travaille sur de nombreuses filières. En fait, le boulot d'Innoval, c'est de poser des projets un peu innovants et qui font avancer à travers des modèles économiques un peu alternatifs, en général inspirés de l'économie sociale et solidaire, des modèles économiques ou des projets économiques qui ont une utilité durable sur un territoire donné, ce qui nous amène directement dans le sujet. Juste un mot, Innoval est à 10 ans d'existence et on est 20 salariés aujourd'hui à travailler sur ces filières de la rénovation énergétique performante, de la production d'énergie renouvelable, de l'alimentation responsable, des mobilités alternatives, etc., etc. Voilà, le travail qu'on va partager rapidement avec vous et à quatre mains avec Sonia aujourd'hui est un travail qui s'inscrit dans une vision territoriale de là où nous sommes installés, où nous travaillons. C'est la Haute-Savoie et plus particulièrement une partie de la Haute-Savoie qu'on appelle le Genevois français. Le Genevois français, c'est le territoire qui constitue, entre guillemets, la première couronne urbaine et périurbaine de la métropole de Genève. Ce territoire que vous voyez sur la carte là en orange, il est constitué de 8 structures intercommunales. Il représente à peu près 450 000 habitants, c'est-à-dire la moitié de ce qu'on appelle la métropole du Grand Genève. L'autre moitié, les 450 000, 500 000 habitants, c'est la Genève suisse, plateforme financière, etc., etc. C'est un territoire qui vit bien, qui va bien, qui a un taux de croissance démographique, économique important et qui subit les conséquences de cette croissance continue, tirée à la fois par l'industrie financière et puis par d'autres formes d'industrie. Dans la partie droite de la partie orange, vous voyez, il y a une vallée où nous sommes installés qui s'appelle la vallée de l'Arve, dans laquelle l'industrie du décolletage et de la transformation des aciers est très importante. Et puis, il y a le troisième grand moteur macroéconomique de ce territoire, c'est tout ce qui est station de sport d'hiver, tourisme de montagne, etc. Je fais ce tout petit détour pour vous dire qu'on est sur un territoire qui est très marqué par une croissance économique macro forte,
qui est un peu en surchauffe et qui subit de plein fouet, si j'ose dire, les conséquences à la fois de cette croissance endogène et puis du changement climatique, parce on est dans les Alpes du Nord et c'est un endroit où le réchauffement climatique va presque 2 fois plus vite qu'en France, ou en tout cas sur la plaque continentale, on est à plus 3 degrés depuis 100 ans, avec des conséquences très fortes sur les écosystèmes locaux. C'est pourquoi l'autorité un peu organisatrice, coordinatrice de l'action publique sur ce territoire, qui s'appelle le pôle métropolitain du Genevois français, qui est en orange là sur la carte, nous a demandé il y a 5 ans de développer, il y a 6 ans même, on a commencé en 2018, de nous lancer dans l'aventure à ses côtés de monter des structures des entreprises citoyennes de production d'énergie solaire sur le fondement de ce qui était émergent à l'époque, les toutes premières coopératives citoyennes que vous connaissez bien. J'en dirai pas plus, mais c'est ça le point de départ de notre travail. C'est-à-dire que pendant 5 ans, et on continue de le faire, on a fait émerger ce que vous voyez sur la carte, des coopératives citoyennes. Il y en a 4 aujourd'hui, il y en aura une 5e dans le pays de Gex, puisqu'on en assure le démarrage là. C'est dans la partie supérieure à gauche, la partie orange, et puis il y en a une 6e qui n'est pas dans le périmètre du Genevois français, mais avec laquelle on travaille aussi, qui s'appelle Toit des Cimes du côté de Chamonix. Et au fond, tout le travail que nous avons initié en partenariat avec le pôle métropolitain, ça a été vraiment ça, c'est de se dire comment est-ce que en s'appuyant sur des collectifs citoyens constitués en coopératives de production d'énergie solaire, on peut, parce elles font toutes face à des difficultés un peu similaires dans le développement de leurs projets. Comment est-ce qu'on peut auditer la filière solaire pour voir ce qui manque, ce qu'il faudrait constituer, ce qu'il faudrait combler pour les aider et puis aider plus largement le déploiement de l'énergie solaire dans ce territoire dont les besoins de transition énergétique sont extrêmement importants. Voilà donc les éléments de contexte. On peut peut-être avancer d'un slide et c'est toujours à moi de parler, je crois. Et puis après, je cède la parole à Sonia. Là, on peut avancer encore un petit coup en rappelant simplement que ce fameux pôle métropolitain du Genevois français, qui nous a confié l'émergence de toutes ces coopératives citoyennes, porte des objectifs très ambitieux compte tenu des impacts du changement climatique que j'évoquais sur son territoire, objectifs qu'on a contre-typés avec un travail d'analyse sur Terhistory. Mais voilà, on s'est retrouvé, le pôle métropolitain porte des objectifs à 2030 et 2050 qui sont vraiment très ambitieux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur son territoire très, très marqué, très contraint, mais également en matière de transformation du modèle énergétique. Et les coopératives citoyennes prennent leur part. Alors, elles ne prennent pas toute la part, mais elles prennent, en tout cas, c'est l'ambition qu'on porte ensemble, elles prennent une part significative. Et au-delà de ça, en auditant un peu ce qu'on pouvait travailler sur les différentes sources d'énergie, on peut avancer encore d'un slide, on s'est aperçu que la part du solaire, elle était vraiment importante. Ça, c'est ce petit boulot sur Terre historique qui est important. On s'aperçoit qu'il y a une marge de progression assez rapide. Vous connaissez tous l'énergie solaire. Elle demeure complexe techniquement et économiquement à développer actuellement. Mais pour autant, c'est l'une des plus simples et l'une des plus rapides à déployer. Et c'est tout le pari qu'on a pris en partenariat avec le pôle métropolitain en disant, mais au fond, il y a de la place pour déployer le solaire rapidement sur ce territoire. Les coopératives citoyennes sont des points d'ancrage, des points d'appui puissants. Regardons dans la chaîne de la valeur ce qui manque, ce qui fait nécessité pour accélérer encore le déplacement du solaire à partir des coopératives et puis à partir d'autres développeurs. Voilà ce qui a été le point de départ de notre travail avec des objectifs assez raisonnables à atteindre dans un délai assez limité. Voilà sur les éléments de contexte. On peut avancer un peu. Alors Damien, si je me permets juste de Vas-y. compléter d'un point de vue méthodo. Ouais. Donc en fait, notre étude, elle s'est divisée, on va dire, en deux grandes parties. Une analyse plutôt documentaire, cadre, contexte actuel, objectifs pris à différents niveaux, périmètre géographique. Donc c'est ce dont vous parlez, Damien. Et ensuite une deuxième partie avec des interviews d'experts pour lesquels on a pu rencontrer plus d'une vingtaine d'interviews d'experts qui sont répartis tout au long de la chaîne de la valeur qu'on vous présentera tout à l'heure. Et donc là, Damien vous parlait de la première étape où on s'est dit, ben, en effet, avant d'aller
trop loin dans les projets photovoltaïques et quels sont les problèmes et les verrous à lever. On s'est d'abord dit qu'est-ce que donne le territoire d'un point de vue productibilité. Donc on s'est rendu compte qu'en effet, il y avait un potentiel au niveau de l'énergie solaire qui était à lui seul largement suffisant et même beaucoup plus par rapport aux objectifs du territoire qui sont pris en termes d'énergie renouvelable, et non même pas que de solaire, mais d'énergie renouvelable. Donc voilà, gros potentiel solaire. Et ensuite, slide que j'ai passé un petit peu vite, mais sur laquelle je reviens, si j'y arrive. Donc ça, on en a parlé. C'est aussi de se dire à une maille un peu plus importante et sur laquelle on va se retrouver, nous, interlocuteurs aujourd'hui autour de l'écran, à la maille, que ce soit départementale ou régionale, les objectifs aussi de développement du photovoltaïque vont dans le sens de ce qu'on essaye de développer et viennent soutenir le fait que si on essaye de développer des choses, on trouvera aussi écho à des mailles un peu plus importantes. Donc on a déjà validé ces premiers points-là, on va dire plus bibliographiques et réglementaires, avant de se lancer plutôt dans les échanges avec les experts de la filière. Et à la suite de ça, donc on a complété ça par l'environnement réglementaire un peu particulier chez nous. Je te redonne la parole, Damien, Ouais, là-dessus, et je la reprends sur la... merci d'avoir apporté toutes ces précisions. Alors, on a fait également, on a regardé comment cette ambition de développement assez rapide qu'on évoquait était potentiellement réalisable compte tenu des contraintes réglementaires classiques qui sont les nôtres et puis un peu plus spécifiques au territoire objet de l'étude. On est dans le nord de la Haute-Savoie, dans les Alpes, avec des contraintes un peu spécifiques qui sont les contraintes de loi montagne et littoral. Ça s'applique, alors littoral, ça peut surprendre, mais on a le lac, les rives françaises du lac Léman, le lac d'Annecy. Ce sont des secteurs qui sont très impactés par cette réglementation restrictive en termes de déploiement d'installations, protection des espaces naturels sensibles, et c'est bien normal et heureusement qu'il y a ces prescriptions de protection. Et puis, au titre de la loi montagne, puisque notamment sur les installations en toiture, la charge neige doit être respectée et donc ça impose un surdimensionnement des toitures ou des superstructures de support d'installation qu'il convient de prendre en compte. À ceci s'ajoutent des prescriptions un peu spécifiques, prescriptions architecturales que vous devez certainement connaître, mais cette partie de la Haute-Savoie a des zones urbaines qui sont très marquées par l'histoire, avec un patrimoine historique important, et donc toutes les prescriptions architecturales s'imposent également en milieu urbain ou périurbain. Enfin, troisième contrainte qui n'en est pas une, mais qui est assez forte chez nous. Je disais tout à l'heure que on va dire le Grand Genève ou le Genevois français, il est très marqué par une croissance démographique continue et soutenue, ce qui fait qu'on est sur un foncier contraint et où s'expriment des conflits d'usage très importants. Et par exemple, chez nous, il est très, 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 très compliqué d'imaginer pouvoir procéder à des installations en agrivoltaïsme pour une raison très simple, c'est que on est dans le cœur de production du reblochon, que la valorisation du litre de lait est très importante et qu'il n'y a pas la matière, il n'y a pas de discussion possible avec les propriétaires fonciers sur la finalité du foncier. Donc, la somme de ces contraintes réglementaires et d'urbanisme fait que le déploiement des installations, elle nous amène à réfléchir à un zonage un peu spécifique en général dans les parcs d'activités économiques ou autour du monde de l'entreprise ou dans des bâtiments techniques. Au-delà de ça, ces trois contraintes réglementaires limitent un peu le champ du déploiement. Voilà, si on avance d'un slide, par contre, mais comme partout, celui-ci, en tout cas, lorsqu'on a rendu notre étude en 2024, nous a paru très pertinent et vous le verrez tout à l'heure, on travaille à fond cet axe-là. Le zonage communal, la zone d'accélération énergie renouvelable, qui a été perçu lorsque la loi qui en imposait la désignation est entrée et a été mise en œuvre, a été perçu par un très grand nombre de communes de Haute-Savoie comme une contrainte. Elle voyait ça comme une dimension réglementaire supplémentaire, sans voir, ou en tout cas sans comprendre que ça pouvait vraiment représenter une opportunité intéressante à travailler. Donc on l'a saisi plutôt comme cela, et en amenant progressivement, et c'est un des axes de développement de la stratégie filière qu'on porte,
on y reviendra tout à l'heure, en amenant le développement de l'énergie renouvelable et de l'énergie solaire précisément dans ces zones d'accélération d'énergie par un travail fin à la fois de formation et d'accompagnement des communes. Donc ça nous paraît être une réglementation incitative, mal vécue pour l'instant dans notre territoire d'expérimentation, mais qui est porteuse de promesses assez intéressantes. Voilà pourquoi on travaille là-dessus. Un mot peut-être avant de passer à la suite pour vous dire simplement qu'au-delà de cette réglementation, on développe un modèle que vous connaissez, qui est celui des centrales villageoises, parce que ça nous permet de travailler aussi en amont avec l'ensemble du réseau national des centrales villageoises, qui est un réseau qu'on aime bien, avec lequel on aime beaucoup faire de l'expertise. Et ça nous permet aussi aujourd'hui de travailler sur des modèles transfrontaliers avec les coopératives, les communautés locales d'énergie en Suisse, et donc de comparer sur des programmes financiers européens, de comparer les deux modèles et de voir comment on peut progresser ensemble. C'est une valeur ajoutée supplémentaire. Voilà, sur cette partie d'éléments de contexte de l'étude, on peut passer maintenant à la suite. La suite étant la chaîne de la valeur du PV, et c'est toi, Sonia, qui reprend la main. Oui, alors, donc en effet, avant d'aller interviewer les différentes parties prenantes de cette filière-là, on a souhaité redessiner une chaîne de la valeur du photovoltaïque. Il y en a déjà pas mal qui existent, mais toujours avec ce prisme d'essayer de l'adapter aussi au territoire et aux projets qu'on rencontre ici en local. Donc vous avez une première frise très centrale qui est représentée par la flèche au centre, qui sont vraiment les briques nécessaires d'un point de vue très pratico-pratique pour réaliser une installation photovoltaïque. Et puis vous avez, on va dire, un deuxième cercle que sont les briques sur fond bleu-vert autour, qui sont les briques essentielles aussi pour pouvoir avoir un projet photovoltaïque qui se réalise, mais qui sont moins impliqués dans le fer. Et puis autour, on a d'autres acteurs qui sont aussi très intéressants pour construire ces projets-là, pour connaître les technologies de demain, pour connaître les marchés, etc., que sont les briques du coup sur fond blanc qui sont tout autour de la chaîne. Une fois qu'on a eu dessiné cette chaîne de la valeur, on a essayé d'interviewer de manière assez répartie des experts de tous ces différents cercles-là, en ayant aussi un prisme assez fort d'aller directement là où on pressentait qu'il y avait des verrous. Parce que la force, en effet, de l'étude qu'on a lancée, c'est qu'on a quand même déjà tout l'accompagnement des centrales villageoises qui a été fait en amont, qui nous amène quand même déjà énormément de matière pour savoir où est-ce que déjà il y a des points de blocage qui sont importants à aller creuser et potentiellement travailler derrière. Donc, les acteurs du territoire, on a différentes mailles. On a commencé par une maille un petit peu régionale pour voir un petit peu comment la valeur était répartie sur le territoire et qu'est-ce qu'on avait en propre sur notre territoire. Donc, au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a quand même déjà beaucoup d'acteurs qui sont représentés dans cette chaîne de la valeur qu'on a dessinée ci-avant, avec beaucoup d'installateurs de panneaux photovoltaïques. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant puisque on se rend compte dans notre étude qu'il y a pas mal de verrous à aller lever de leur... on en parlera plus tard. Donc c'est intéressant d'avoir pas mal de structures à aller interviewer. On a aussi on a une chaîne de la valeur qui est vraiment complète puisqu'on a aussi notamment en Isère un acteur qui est positionné sur la fin de vie et qu'on a alors de manière un peu plus locale, j'ai pas forcément fait le travail sur toute la région Aura et notamment côté nouvelle région Auvergne. On a des producteurs de panneaux, alors certains qui sont sur des technologies un peu novatrices, hein, qui sont pas sur du gros panneau classique, mais on a plusieurs producteurs de panneaux également. Donc on a vraiment toute la chaîne de la valeur centrale qui permet de vraiment poser des panneaux, qui est présente sur notre territoire et ce qui permet, un, d'avoir des infos assez locales et deux, de pouvoir travailler demain sur des solutions qui sont vraiment avec des acteurs de proximité où on va avoir beaucoup plus de réponses pour pouvoir mettre en œuvre des choses. Je vous passe la déclinaison sur le 74. Je vous passe la déclinaison sur 74. Peut-être la seule le petit aparté qu'on peut faire sur le territoire local, alors Haute-Savoie et Savoie du coup, c'est la spécificité qu'on a l'INES côté lac du Bourget, qui permet d'avoir la brique aussi expérimentale, recherche et aussi ouverture sur l'international, qui est assez intéressante
pour pouvoir venir vraiment mailler sur du terrain et de l'opérationnel, mais aussi de la recherche un peu plus fondamentale, et qui est quelque chose d'assez intéressant pour nos pistes de réflexion derrière. On va rentrer un petit peu plus en détail sur l'analyse de la filière. Alors là, vous avez sous les yeux, sans rentrer dans le détail, toutes les personnes et structures qu'on a pu interroger, avec qui on a pris un temps d'échange sur tous ces sujets-là. Simplement, peut-être pour vous montrer un petit peu la représentativité. Donc, on a des bureaux d'études qui ont été interrogés, des fabricants, pas mal de poseurs installateurs, parce que, comme on vous l'a dit en amont, c'est un endroit où il y a pas mal de choses à creuser et pas mal de travail à réaliser derrière pour pouvoir optimiser la filière. Un recycleur potentiel sur le territoire de la Haute-Savoie. Gestionnaire de réseau et fournisseurs d'électricité, différents organismes de formation, briques intéressantes aussi de notre côté, et potentiellement plus largement sur la région. Et puis pas mal du troisième cercle aussi, alors qu'on a appelé partenaires institutionnels, hein, qui sont assez variés, comme la CCI, l'INES, on en a parlé, mais aussi des financeurs qui ont aussi des infos et des avis assez intéressants sur vers quoi va s'orienter le financement de ces sujets-là dans les années à venir. Et puis la direction départementale également, le CIAN qui a un rôle central aussi, c'est notre syndicat des énergies sur le territoire du 74. Voilà, des acteurs un peu variés qui connaissent bien ce paysage du solaire et qui viennent aussi à leur manière façonner ce qui va se passer dans les prochaines années. On a essayé d'avoir un panel d'acteurs interrogés qui était assez homogène dans leur expertise sur le sujet. Donc, peu de petites boîtes, mais beaucoup de boîtes qui ont une grande ancienneté. Des acteurs qui connaissent très bien le territoire, bien sûr de par leur action, mais aussi de par les liens qu'ils nourrissent avec les autres acteurs du territoire, que ce soit des entreprises qui travaillent entre elles ou des entreprises qui ont des liens assez forts avec le public, mais qui nous permettent aussi d'avoir tout de suite un prisme assez intéressant sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la filière sur le territoire. Et une vision assez intéressante sur les dynamiques de structuration de filière. En termes d'interne et d'entreprises, ouais, on va dire, qu'est-ce qui se passe dans les entreprises qu'on a interviewées? Là, on a pas mal d'hétérogénéité pour justement avoir une représentation assez importante des différentes structures qui ont été interviewées. Par contre, on n'est pas allé sur de la très très grande toiture, sur des très grands installateurs, parce que de fait, vu que nous, on veut mener un travail assez local de structuration, déjà, on n'a pas de très gros installateurs sur le territoire, mais en plus, c'est du coup des installateurs qui sont éloignés de nos contraintes très locales. Et on a préféré se focaliser sur des toitures de petite et moyenne taille, plutôt que d'aller sur du très grand. Après, dans le type de clients, type d'offres commercialisées, c'était des choses assez variées pour qu'on ait justement pas mal de choses différentes à étudier. Donc là, on a vraiment le cœur de ce qui est sorti de notre étude. Donc je vais passer un petit peu de temps sur cette slide et bon, globalement, relativement lire ce qui est écrit. Mais c'est vraiment ce qui est ressorti de notre étude. C'est une matrice qui présente vraiment les forces et les faiblesses du territoire, mais aussi qu'est-ce qui pourrait être vu comme des opportunités et des menaces qu'il faut prendre en compte en fonction du travail qu'on veut mener derrière. Donc tout est synthétisé ici. On a du détail sur chacun des piliers dans notre synthèse vraiment globale. Si vous êtes intéressé, on pourra vous la passer. Et puis un travail qui a été fait derrière pour arriver sur vraiment le troisième axe de notre présentation aujourd'hui, qui est vraiment à partir de ces opportunités et globalement de ces quatre piliers, vers quoi on va orienter le travail de structuration de la filière pour notre caractère vraiment ultra local. Donc tout d'abord, les forces de la filière sur notre territoire, comme l'a présenté tout de suite Damien en introduction, on a un territoire qui est très attractif. Donc on a un fort pouvoir d'achat, ça c'est intéressant, pour voir les projets être commandés et se réaliser. Et on a une demande pour des installations photovoltaïques qui est vraiment grandissante. Comme on l'a vu aussi sur notre travail, notamment sur Terristory et sur nos outils de cadastre solaire qu'on a en local, on a un fort potentiel de production sur notre territoire qu'on peut globalement étendre aussi à la région, hein, de manière en tout cas tendancielle. Je ne suis pas allée faire le travail en détail, mais en tout cas, on a un potentiel de production qui est intéressant. On a un soutien des acteurs publics et comme le démontre notamment la réalisation de cette étude, hein, qui est soutenue par le pôle métropolitain genevois français, on a des acteurs publics qui sont engagés, qui ont envie de faire la transition,
qui savent pas toujours comment faire et d'un point de vue aussi montage de projet très opérationnel, par où on commence et qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Donc ils ont la motivation, nous on a les clés pour éclairer un petit peu dans quelle direction il faut aller et puis ensuite le soutien aussi pour les aider à mettre en place ces projets-là. On a un écosystème d'acteurs qui sont déjà bien positionnés en local pour répondre à la demande. On a vraiment des installateurs qui sont assez variés, des bureaux d'études aussi en présence, même si pas en grand nombre. Et puis on a repéré que entre les différents acteurs, il y avait vraiment des bonnes relations et une volonté de faire travailler les acteurs locaux. Donc quand il y a des difficultés de réalisation d'un carnet de commandes, ils essayent de faire en sorte de s'organiser aussi pour se faire passer les projets qu'ils peuvent pas réaliser. Et puis un accueil qui a été très bien, qui a été très bien pris sur ce projet de structuration de la filière, avec vraiment une volonté d'essayer de faire en sorte de structurer quelque chose en local pour éviter qu'il y ait des grosses boîtes qui sont hors du territoire qui viennent réaliser les gros projets ou les projets qu'ils n'arriveraient pas à monter. Donc vraiment un très bon accueil au niveau du territoire pour structurer tout ça et faire ensemble. Un gros dynamisme entrepreneurial, on a vu que auprès de nos installateurs, quand ils sont en difficulté pour réaliser, notamment au niveau de la RH, et ben ils s'organisent pour monter des formations en interne, ils s'organisent entre eux pour se passer pour se faire des prêts de salariés, etc. Donc on a un gros territoire d'innovation et d'expérimentation. On le voit aussi dans la réalisation, dans la production de panneaux solaires avec notamment deux structures qui sont sur des panneaux assez innovants, que ce soit des panneaux solaires et thermiques, c'est Dualsun qui fait ça, ou Helium sur des structures légères. Donc tout ça porté aussi de près par l'INES, qui nous aide beaucoup sur ce territoire plutôt innovation. L'engagement citoyen qui est très fort via les centrales villageoises qui ont vraiment répondu présentes lorsqu'on a voulu les développer sur les 5 dernières années, avec plus d'une centrale par an qui a été développée. Et ces citoyens qui sont aujourd'hui tout à fait engagés dans le travail de structuration qu'on est en train de mener. Donc c'est vraiment très intéressant d'avoir, et c'est vraiment une grosse force de notre territoire, d'avoir autour de la table les entreprises, les acteurs publics et les citoyens qui ont vraiment envie de faire ensemble mais qui savent pas forcément comment faire. Un réseau qui est de bonne qualité avec une grosse capacité encore d'absorption, donc pas trop de frayeur au regard des énergies renouvelables qu'on pourrait réinjecter dessus. Donc ça, c'est aussi quelque chose de soutenant. Au niveau de la faiblesse de la filière, pareil, on l'a dit en introduction de notre travail, et ben, il y a la Suisse pas loin qui fait que dès qu'il y a quelqu'un qui est bien informé, il est vite attiré ou en tout cas ouais, vite chassé par la Suisse qui peut lui proposer des salaires un peu différents et assez attractifs. Donc ça, c'est quelque chose qui est particulier à notre territoire très frontalier et qui se ressentira peut-être pas sur vos territoires, mais qui est vraiment une spécificité locale. Une surface disponible limitée avec les différentes choses déjà évoquées, notamment le conflit d'usage avec le foncier et les réglementations spécifiques, mais aussi, peut-être que vous l'avez observé aussi chez vous, avec des bâtiments qui ne sont pas PV-ready, les anciens bien sûr, mais aussi des difficultés à faire capillariser un peu les bonnes pratiques PV-ready dans les plans locaux d'urbanisme et les différents schémas rédigés d'un point de vue plutôt public sur tout ce qui est nouveaux bâtiments. Une filière qui est sous-dimensionnée pour répondre au volume de la demande. Bon, ça c'est le constat de base qui est le balancier du fait d'avoir une grosse demande qui est difficile à absorber pour toutes les entreprises. Une structuration de la filière qui est inexistante et qui est vraiment nécessaire là pour les différentes entreprises qui sont déjà un peu sous l'eau par rapport à toutes les demandes qu'elles ont. Elles ont besoin d'un tiers de confiance qui vienne un petit peu animer cette filière et la structurer. Parce que eux, ils n'ont pas le temps de le faire et que comme c'est un marché qui se développe très vite et très fort, eh ben, il peut aussi y avoir des entreprises qui soient pas forcément très compétentes en la matière. Et voilà, il y a besoin de structuration pour animer un petit peu tout ça et pour fiabiliser un petit peu les relations entre opérateurs. Des complexités administratives et réglementaires et assurantielles qui ont été repérées. Je reviens pas dessus, on en a parlé. Un manque de connaissance du sujet par les clients prospects, donc que ce soit par les particuliers, mais aussi pour les élus. On s'est rendu compte qu'il y a un besoin de formation avec encore beaucoup de désinformation et de malinformation au sujet des énergies renouvelables et notamment du photovoltaïque, qui freinait potentiellement les décisions politiques pour aller sur ce type d'énergie.
Au niveau des opportunités que cela représente, c'est des développements de formation locale sur les métiers qui sont en tension. On y reviendra, notamment le métier de poseur. Une capacité à innover qui est intéressante et sur lequel il faut potentiellement aller creuser pour lancer des expérimentations. Un dynamisme des acteurs locaux pour développer une offre ultra locale et changer d'échelle pour qu'ils puissent se prémunir d'éventuelles grosses structures qui pourraient venir réaliser des projets qu'ils n'arrivent pas à faire à cause d'un carnet de commandes trop rempli. À une stratégie publique qui va toujours dans le sens du développement des ENR et du PV, avec pas mal de rebondissements sur le sujet PV ces dernières années, mais dans tous les cas, normalement, on devrait toujours quand même garder une dynamique de développement de la production des ENR dans les dizaines d'années à venir. Donc ça aide quand même à structurer tout ça. Et puis, en termes d'opportunités, on voit vraiment un gros sujet sur le fait d'aller animer ça de manière systémique pour faire que les différents acteurs se parlent et se connaissent, et pour que ces projets photovoltaïques voient le jour avec une coopération interacteur, puisqu'il y a grandement besoin de ça pour pouvoir faire des expérimentations et pouvoir contrecarrer ces règlements, ces lois qui sortent et qui sont un petit peu difficiles à suivre pour les acteurs. Au niveau des menaces qu'on a repérées, une grosse dépendance des acteurs au niveau de la production, grosse dépendance d'acteurs extérieurs aux Genevois français. Bon, notamment au niveau des matières premières, ça c'est obligatoire, mais aussi à cause du manque de RH, donc sur les différents corps d'État de la chaîne centrale. On a une grosse dépendance à l'agenda politique, bien évidemment comme tout le reste du territoire, avec des fluctuations réglementaires qui sont assez fortes. Un marché qui va très vite, très fort, mais on se pose la question aussi à un moment, ça va peut-être aussi commencer à plafonner et atteindre une courbe qui va être un petit peu moins exponentielle. Donc, faire attention à structurer quelque chose qui suive aussi cette courbe de maturité-là. Une instabilité du prix de l'énergie, notamment du rachat, qui va avec la fluctuation réglementaire dont on parlait. L'image de la filière qui est dégradée à cause de ces entreprises qui viennent sur un marché qui va très vite, dont j'ai parlé juste avant. Faire attention aussi à ça et amener de la confiance et de la fiabilité dans la structuration qu'on pourra amener. Risque d'arriver des gros ensembliers si on se structure pas assez vite pour pouvoir répondre à l'ensemble du marché. Et puis une culture locale chez nous qui est beaucoup plus proche de l'hydraulique et du bois dans le mix énergétique. Donc c'est vrai que les projets qui sortent notamment dans le public, ils vont beaucoup plus vers du bois aujourd'hui. Et il y a un travail en tout cas de formation sur, il y a d'autres énergies renouvelables qui existent et la complémentarité entre ces énergies est très importante. Et à chaque cas, chaque type d'énergie renouvelable qui marche bien. Donc ça, on a beaucoup de travail de formation et de sensibilisation à faire, notamment auprès des élus. Je te redonne la parole, Damien, sur Oui, merci beaucoup l'opportunité et Sonia les pour filles. cette, cette synthèse très fouillée, très approfondie de tous les aspects liés à l'audit et au diagnostic qu'on a posé, qui nous a conduit à nous dire bon, bah, par quel bout on prend le sujet pour transformer ce diagnostic en plan d'action répondant aux objectifs que nous portons, c'est-à-dire d'ancrer localement une activité économique pérenne, porteuse à la fois de création de valeur écologique, transition énergétique aux objectifs majeurs, sociale, formation de gens au métier de poseur, développeur, gestionnaire, donc tout le déploiement d'une gamme de nouveaux métiers, et puis bien entendu économique, puisque ce qui est intéressant dans un travail un peu soutenu, ou en tout cas volontariste de développement et d'animation d'une filière de ce type, c'est peut-être qu'un grand nombre de composants viennent de loin, on ne peut pas faire autrement pour l'instant. Peut-être qu'un grand nombre d'expertises sont extraterritoriales et là, il y a un défi à relever. Mais les structures d'accueil, les toitures d'accueil, les espaces d'accueil de cette énergie, les lieux d'exploitation demeureront toujours, et donc la maintenance, le réemploi, etc., demeureront toujours localisés. Donc on est au cœur même des processus. Alors c'est très ambitieux de dire ça, mais en tout cas, on fait partie, cette réflexion-là peut faire partie d'une réflexion sur la réindustrialisation, en tout cas la réactivation économique d'un territoire, ce qui est vrai chez nous est vrai ailleurs, en disant que nous bénéficions d'un, comme tu l'as rappelé Sonia, d'un environnement
particulièrement fécond de ce point de vue, puisque la Haute-Savoie est très marquée par cette culture du dynamisme entrepreneurial industriel et que chez nous, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on se retrousse les manches, j'ai envie de dire, pour solutionner et trouver des solutions en local, offrant du travail et de la qualification aux gens, aux habitants haut-savoyards. Avant de rentrer dans la synthèse de la synthèse, ce que je voulais simplement dire aussi à travers le panorama que tu as dressé, rappeler, c'est que ce qui est très intéressant, c'est on voit ce qui fait avancer une filière aujourd'hui sur un objectif, un enjeu d'intérêt général qui est celui de la transition énergétique. Toutes les composantes territoriales écosystémiques sont en place. Alors, pas toujours avec le niveau suffisant, mais elles sont toutes là. On a des acteurs privés, des entreprises, des poseurs, des artisans, on a des bureaux d'études, on a des laboratoires de R&D, et puis on a aussi, ce qui est absolument indispensable, tous les autres acteurs écosystémiques, la puissance publique représentée soit directement, soit à travers des syndicats d'électricité, mais également tout ce qui est assureurs, financeurs, conseils, etc. Donc voilà, je pense que à travers l'exemple qu'on partage aujourd'hui, toute réactivation de filière ou tout travail sur une filière nécessite qu'on mette autour de la table l'ensemble des briques, acteurs publics, entreprises et structures intermédiaires qui sont à la charnière entre les différentes structures que j'évoque. Alors, ça ne veut pas dire que parce qu'ils sont là, tout est joué. Et c'est précisément ce que montre ce slide, puisque quand on a synthétisé, analysé, on s'est centré sur le rapport entre les forces que nous avons identifiées et les opportunités telles qu'elles se présentent à l'horizon 2030. Et ça nous a permis, ou ça nous permet de dégager, j'ai envie de dire, les câbles porteurs d'un plan d'action dont on démarre le déploiement. D'abord, c'est un territoire attractif, mais il manque de l'ARH. OK, eh ben, qu'est-ce qu'on peut, en partenariat avec les pros de la formation locaux, qu'est-ce qu'on peut, merci beaucoup, qu'est-ce qu'on peut développer comme outils ou structures ou propositions ou plans d'action qui vont remédier au sujet de la… Je veux bien que tu reviennes sur le slide d'avant. Parce que, voilà, merci beaucoup. Voilà, donc c'est de dire comment est-ce que dans le grand champ de la formation RH, on peut trouver des alternatives fécondes pour le territoire à mettre en place. Dans le potentiel d'innovation, par rapport aux contraintes réglementaires, loi montagne, loi surcharge que j'évoquais, de cette contrainte très spécifique au territoire de montagne où nous sommes, comment est-ce qu'on peut travailler avec les structures innovantes? On parlait tout à l'heure de l'entreprise Heliop et de l'INES pour développer des panneaux ultra légers en capacité d'être installés là où sinon les contraintes de structure ne sont pas au rendez-vous. Je parlais tout à l'heure des stratégies publiques locales, tu les as rappelées, Sonia. On a l'appui constant, notamment du pôle métropolitain, mais d'autres structures, le Grand Annecy, la métropole du Grand Annecy, c'est pareil. Sur comment est-ce qu'on peut faire de cette contrainte loi ENR et des zonages ENR, comment est-ce qu'on peut en faire un accélérateur. Et puis enfin, l'écosystème est en place, mais chacun agit dans son coin sans se connaître. Donc, comment est-ce qu'on peut, à travers un travail d'animation un peu systémique, un peu ordonné, un peu régulier, mettre en mouvement l'ensemble de ces acteurs de droit public et les entreprises pour accélérer le déploiement du solaire sur notre territoire. Ça nous permet aujourd'hui de définir 3 lignes de force. On peut les regarder maintenant. D'abord, la formation, puisque c'est le besoin le plus important. Dans toutes les briques identifiées, il y a il y a vraiment le besoin de créer à la fois cette culture commune du solaire qui fait encore défaut, notamment auprès de la sphère publique, Sonia le rappelait, mais également d'apporter la formation initiale et la formation continue qui permettent de combler les besoins de RH identifiés dans le cœur de la chaîne de la valeur, notamment en matière de bureaux d'études et d'appui aux électriciens poseurs. Et on démarre ce travail-là. La deuxième ligne de force que nous avons identifiée, c'est tout ce qui touche, si on peut aller au slide d'après, à l'activation justement des politiques publiques. Alors,
on l'a pris dans, voilà, l'activation des politiques publiques autour justement des zones d'accélération énergie. Je disais tout à l'heure combien les acteurs publics, chacun dans leur coin, se disent qu'il faut le faire, mais ont du mal à s'ordonner autour d'actions prioritaires, notamment en venant en appui des collectivités territoriales qui sont aujourd'hui un peu démunies, notamment les petites communes en zone périurbaine ou zone de montagne, qui ont des intentions, mais qui sont très démunies. Et là, le travail de structuration filière va nous permettre petit à petit d'apporter la réponse qui va bien, constituée à la fois d'acteurs publics et puis de conseils émanant des bureaux d'études des entreprises pour aider à mettre en place à la fois à travers les outils existants et puis à travers les documents structurants d'urbanisme, les outils qui vont permettre d'accélérer le déploiement de l'installation solaire. Et puis le troisième axe sur lequel on peut revenir, qui est celui de l'animation même de la filière, où à la fois à travers des exemples que nous avons repérés à l'extérieur, dans le Grand Ouest ou dans le Grand Est, mais également localement, on se dit que, et c'est une vraie demande de l'ensemble des personnes auditées, il faut qu'on trouve les moyens d'animer cette filière, de donner des rendez-vous particuliers, à la fois pour progresser techniquement, mais également pour améliorer l'interconnaissance, faire du réseau, mettre en place des grands rendez-vous réguliers à l'échelle du département, voire des deux départements des Pays de Savoie, pour faire en sorte qu'ensemble, on accélère, on fasse du co-développement, à la fois par de la montée en compétences techniques, mais également par de la montée, par de l'influence et par de la conviction à partager avec les donneurs d'ordre. De ce point de vue, nous menons avec Sonia un travail depuis 2 ans maintenant d'animation des centrales villageoises en Savoie et Haute-Savoie, donc dans les deux départements. Et on se retrouve alors sur ces coopératives citoyennes spécifiquement 2 fois par an, sur à la fois pour des demi-journées de travail où on fait avancer des sujets techniques ensemble, mais également des sujets qui touchent au développement, à l'influence, au marketing, à la communication de ces coopératives citoyennes en relation avec leur environnement direct nécessaire au développement de leur projet. Et ça a été un petit peu complexe à mettre en place au démarrage, mais aujourd'hui, c'est vraiment acquis, c'est structuré. Et c'est sur ce socle-là que nous allons faire le 24 septembre prochain, notamment le lancement du COPIL filière solaire. Alors, on dépassera là le cadre des simples coopératives citoyennes, puisque ce COPIL il est ouvert à la fois aux acteurs publics, bien entendu, mais également à tout le réseau des entreprises que nous avons auditées. Elles sont nombreuses à être autour de la table, mais aussi aux organismes de formation, aux organismes de recherche, pour définir ensemble le rythme, le calendrier et les priorités que l'on veut développer à travers l'animation de cet écosystème pour développer la filière en Haute-Savoie. Voilà les 3 axes. Donc, je les rappelle. 1, structuration, animation d'un écosystème existant, mais aujourd'hui mal ou pas organisé, c'est-à-dire que les énergies ne convergent pas pour accélérer le développement du solaire en Haute-Savoie. Deuxième axe, travailler vraiment sur la formation et combler les trous dans la raquette quand la RH est insuffisante et fait vraiment défaut pour accélérer le déploiement des installations. Et puis le troisième axe, c'est faire des contraintes réglementaires exigeantes à venir, des outils de développement du solaire à la fois dans les zones d'accélération et puis à travers tous les documents d'urbanisme structurants que sont les PLUI, les SCOT en émergence, etc., où à travers ces documents, les élus ont une capacité, les élus et leurs organismes de contrôle, la DDT notamment, l'État, ont une capacité à mettre en place des incitations réglementaires qui accélèrent le déploiement du solaire, notamment dans les parcs d'activité économique. Voilà les 3 grands axes sur lesquels nous sommes lancés aujourd'hui et qui se traduisent sur une feuille de route. Sonia, que tu peux, si tu le veux, présenter peut-être maintenant. Bon, les centrales, on connaît. Voilà, peut-être on conclut par la feuille de route dans laquelle nous sommes. Je te laisse la main, Sonia. Oui, merci. Ça reprend un petit peu ce que vous a présenté Damien. Donc, l'idée, c'est que là, S2 2025, on aille vers la structuration d'un comité de pilotage pour animer cette filière-là. Donc, qui se tient le 24 septembre en visio avec du coup une bonne diversité d'acteurs. L'idée lors de Scopil, c'est de se dire, est-ce que les premières pistes de travail vous semblent bien pertinentes? Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on aurait potentiellement oubliées? Et sur ces pistes-là, comment est-ce qu'on commence à poser des premières briques pour qu'on aille vers vraiment quelque chose d'opérationnel à moyen terme? Euh,
Ensuite, l'idée, c'est que très rapidement, on ait quelque chose de concret autour duquel on peut tous se retrouver et on aimerait potentiellement lancer un salon des ENR solaires, soit fin d'année prochaine, soit début 2027, pour avoir vraiment un temps fort autour duquel on se retrouve et qui puisse être tout de suite très concret pour engager toutes les personnes qu'on a pu solliciter jusqu'à maintenant dans la structuration de cette filière. Parce que c'est vrai qu'on l'a pas forcément dit non plus dans les interviews, mais on s'est aussi rapproché d'initiatives similaires dans d'autres régions, que ce soit dans l'Ouest, dans le Grand Est, sur lesquelles on a eu des retours quand même très intéressants sur le fait qu'il fallait réussir à fédérer toutes les structures, toutes les personnes de cette filière PV autour de choses opérationnelles, concrètes, et qu'il fallait arriver à voilà, s'ancrer sur le terrain pour faire en sorte que les gens restent autour de la table et soient toujours intéressés pour mettre de l'énergie dans cette structuration-là. Voilà pour moi. Est-ce que Damien, tu veux revenir sur les projets internationaux? Peut-être un mot, ouais, Ouais. sur le fait que nous faisons. Alors, euh, peut-être d'abord sur la feuille de route, dire qu'on a dans l'objectif, en tout cas pour l'instant c'est un vœu pieux, mais on va voir si on y arrive, que toute cet ordonnancement de la filière, cette organisation, cette mise en mouvement se concrétise par un salon des énergies solaires, photovoltaïques et thermiques, peut-être fin 2026, début 2027, à l'échelle des pays de Savoie, pour faire en sorte qu'on se rassemble, qu'on se connaisse, qu'on fasse des pas en avant techniques et puis surtout les questions de modèle économique, de transformation, etc. Et puis aussi qu'on permette à tous les porteurs de projets intéressés par le sujet de l'énergie solaire, entreprises particulières, collectivités territoriales, de venir à la rencontre de ce que sont les acteurs clés de la chaîne. Ce qui me permet de redire toute l'importance de bien se connaître. Et un des premiers sujets qu'on va ouvrir le 24 septembre prochain, c'est comment on construit un annuaire des bons intervenants et des bonnes pratiques. Et au fond, ce truc qui est vieux comme le monde, bah, c'est un bon début parce qu'on s'aperçoit que souvent, à travers les entretiens que nous avons menés ensemble, tout un tas de gens ont plein d'idées, plein de visions stratégiques, etc. Mais quand il faut passer à l'action, c'est à dire, bon, bah, OK, maintenant, comment je fais poser sur ma toiture les 20, 30, 40 panneaux solaires nécessaires? Ils savent tout simplement pas vers qui se tourner, par quel bout prendre le truc, par quoi commencer, combien ça coûte, etc. Donc, on s'est dit que l'un des premiers outils que l'on pourrait construire et que l'on pourrait bâtir au bénéfice de l'accélération du déploiement des installations solaires sur nos départements, c'est de vraiment construire cet annuaire, est-ce qu'il prendra une forme papier, numérique, on ne sait pas encore, mais cet annuaire des bons acteurs en capacité de répondre localement à l'expression de la demande du marché. Et c'est précisément ce qu'a fait également l'un des clusters qui nous inspire le plus et qui viendra témoigner le 24 septembre prochain, que vous connaissez peut-être, qui aura Digital Solaire, qui est un regroupement d'acteurs économiques à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui fait à la fois de la recherche et puis qui fait du développement d'affaires et de la mise en réseau d'acteurs. Et on a eu nos premières discussions avec eux et c'est vraiment ce sujet-là qui est ressorti, c'est-à-dire qui fait quoi, quand, comment. Donc on va commencer par ça. Un mot sur le déploiement en relation avec nos partenaires et amis de l'autre côté de la frontière. Alors en Haute-Savoie, on travaille plutôt principalement avec les Suisses, qui sont nos alter ego de l'autre côté, et avec qui on travaille, je l'évoquais en introduction, à partir de financement européen, c'est le programme Interreg, sur de la comparaison de modèles entre les communautés locales d'énergie chez eux et les boucles d'autoconsommation collective chez nous. Alors, il y a un aspect étude et intérêt, bonne pratique croisée, mais il y a aussi pour nous la volonté commune de développer à partir de cette analyse des modèles comparés, de développer, d'accélérer le déploiement des communautés locales d'énergie pour, là encore, accélérer l'autonomie énergétique de notre territoire du Grand Genève, qui est singulier parce que partagé par une frontière entre deux pays qui n'appartiennent pas au même ensemble, puisque la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne. Donc, il y a des contraintes administratives spécifiques et réglementaires. Il y a des usages économiques qui ne sont pas du tout les mêmes. Mais pour autant, il y a une intention commune d'avancer sur l'autonomie énergétique
à partir d'expériences locales, de développement d'installations locales, portées par des entreprises, des collectivités, des collectifs citoyens et d'autres. Donc, c'est vraiment un sujet exploratoire très intéressant qui nous emmène jusqu'en 2027. Et puis, du côté de la Savoie, nous avons dans la Savoie du Sud, comme on aime à le dire ici, ceux qui vont à la plage, si j'ose dire, et ben, en Savoie, il y a le même programme de recherche, mais plutôt avec les Italiens à travers un programme européen qui s'appelle Alcotra et qui permet là aussi d'avoir un travail de comparaison de modèles et de co-développement. Donc, on espère là aussi faire de la frontière non pas qu'une contrainte, mais une opportunité de co-développement pour accélérer le déploiement des collectifs citoyens engagés dans les énergies renouvelables. Voilà ce que ça nous apporte et c'est vraiment l'approche un peu systématique du sujet que nous animons avec Sonia depuis presque 4 ans maintenant, qui nous a permis de déboucher sur ces programmes qui ont intéressé les financements transfrontaliers. Et donc, voilà, ça nous permet d'avancer de façon un peu systémique sur le déploiement des énergies renouvelables citoyennes dans ce coin de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà ce qu'on peut dire sur ce sujet. Je crois qu'on a fait un peu le tour de notre présentation en vous remerciant Merci pour votre beaucoup. attention. Merci beaucoup Damien et Sonia. On va passer à une phase de questions. Et pour ouvrir le bal, j'en ai déjà une sur le temps que vous avez mis là que vous avez pris pour mettre tous ces acteurs autour de la table. Combien de temps vous y avez consacré et aussi qui a pris en charge euh, ce temps-là, ce temps de travail-là. Et ensuite, il y a Sébastien qui a une question. Je sais pas Alors, si peut-être Sébastien, tu poses aussi ta question et puis vous répondez aux deux questions d'un coup. Tu peux ouvrir ton allons-y. micro. Ouais, en fait, j'en ai un peu plus qu'une, mais peut-être qu'on peut commencer par la tienne et puis après, je poursuivrai si ça te va. Ça marche. Oui, du coup, sur la première question planning, je peux commencer à apporter des briques. On a dû commencer en septembre-octobre l'année dernière de mémoire. Et on a eu une grosse phase alors d'abord de bien cadrer notre étude et ensuite d'interview pour avoir une vingtaine d'échanges. On a dû avoir encore sur début d'année, peut-être 4 mois, 4-5 mois, le temps d'arriver à avoir tous les acteurs et puis de pouvoir échanger avec eux. Ouais, je dirais ça. Du coup, en tout, peut-être que ça s'est étalé sur 8 mois. Mais bien évidemment, pas du travail temps plein, hein, mais le temps d'arriver à avoir tous les acteurs autour de la table, c'était à peu près ça. De mémoire, Damien. Je sais pas si. Oui, c'est ça. On a fait notre premier rendu au pôle métropolitain du Genevois français, donc la structure métropolitaine de droit public, hein, qui est notre donneur d'ordre sur ce sujet. On a fait le premier rendu de mémoire en décembre 2024. On l'a renouvelé en janvier-février 2025 en l'ajustant un peu. On a fait le rendu à l'ensemble des opérateurs avec des propositions de feuilles de route en mai, je crois au mai ou juin. Sonia, c'était ça, hein, je Ouais. crois. Et puis, voilà, maintenant, on a calé premier temps de travail le 24 septembre. Euh, ce travail un peu dense, il s'inscrit dans une démarche de plus long terme, hein, mais qui est une démarche très itérative, c'est-à-dire qu'on a lancé une première centrale villageoise, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième. Et à chaque fois, on s'est dit, mais en fait, ces collectifs citoyens, c'est quand même compliqué, on le sait tous, hein, de demander à des gens de donner du temps et de l'argent par les temps qui courent pour créer une société commerciale qui s'insère de plein pied dans le champ de la transition énergétique à la fois sur des sujets de sensibilisation, mais également de production. Donc, c'est pas des associations de militants hein, qu'on crée, c'est des vraies entreprises qui jouent leur rôle, pas avec autant d'intensité qu'une entreprise salariée, staffée, etc., mais qui jouent leur rôle et qui trouvent leur modèle économique. Mais c'est à chaque fois dans les discussions avec une, puis deux, puis trois, puis quatre, et puis en re-questionnant sans arrêt le sujet, qu'on s'est dit comment est-ce qu'on peut les épauler, les assister, et comment est-ce qu'on peut agglomérer les briques par briques successives, ce qui leur manque aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut leur faciliter la vie. Et c'est ça qui nous a amené à réfléchir à faire tout ce travail d'audit filière. Donc, ce temps un peu intense de 6-8 mois sur d'audit de la filière, il s'inscrit dans un temps plus long qui a démarré avec la première centrale villageoise en novembre, le premier lancement en novembre 2018, et qui nous amène aujourd'hui, en 2025, à être dans cette phase un peu plus, cette approche un peu plus systémique du sujet. Et à commencer à être pris au sérieux. J'ai envie de dire juste que ce travail sur la filière, il nous permet d'être un peu mieux considérés, non pas qu'on ait des égos enflammés,
par les différents acteurs, mais qui ne comprenaient pas très bien ce que c'était que ces entreprises citoyennes, et à qui aujourd'hui, quand on présente le résultat, le nombre de mètres carrés, les centaines de mètres carrés d'installations posées, même les milliers, les kilowattheures produits, la façon dont on manipule aujourd'hui les modèles d'autoconso collective, où on travaille sur les sujets de précarité énergétique, ils nous prennent au sérieux et ils voient qu'on peut contribuer vraiment de façon active et efficace au développement de cette énergie renouvelable en local, enfin à l'échelle d'un, voire deux départements. Qui a financé ça? C'est d'abord un appel d'offres auquel nous avons répondu, porté par le pôle métropolitain que nous avons emporté, donc qui nous emmène jusqu'à fin 2026. Donc c'est dans le cadre de cet appel d'offres du pôle métropolitain que nous menons ce travail, et on l'a complété par un AMI dont nous avons été lauréats, un AMI ADEME Région, la direction régionale de l'ADEME, qui avait lancé en 2022, je crois, cet AMI sur territoire résilient et stratégie de transition énergétique. Et là, nous, on a proposé ce travail sur la structuration d'une filière en local à partir de coopératives citoyennes. Et ça nous a permis de boucler le financement de l'étude et de l'amener à ce niveau de maturité et de faire les premiers pas dans son animation. Peut-être qu'à terme, dans nos rêves les plus fous, une fois qu'on aura tenu cette première... Parce que dans notre coin, il faut toujours prouver, hein, donc on est sans arrêt challengé. Mais c'est pas grave, ça nous fait pas peur, on aime bien. Une fois qu'on aura peut-être réalisé cette première édition du salon, puis a fait de l'apport technique sur tous ces sujets, parce qu'aujourd'hui, l'Université de Savoie-Mont-Blanc est dans la boucle, vous l'avez vu, mais l'INES aussi, etc. Donc, il y a quand même des structures un peu staffées qui nous regardent de près. Mais peut-être qu'on se dit que la bonne solution, c'est de créer une société coopérative d'intérêt collectif qui mettra autour de table dans le capital à la fois des territoires qui ont l'intention confirmée d'avancer sur les enjeux de transition énergétique, mais aussi les coopératives citoyennes, mais aussi, etc., certaines entreprises, pour qu'on accélère la transition énergétique en Haute-Savoie. Ça sera plutôt 2027-2028, je pense. Merci pour cette réponse. Sébastien? Déjà, moi, je voulais vous remercier pour la qualité de cette présentation. J'ai appris énormément de choses. Je vais juste mettre en ma caméra, ça vous verrez. Voilà. On t'entend d'assez loin. Je ne sais pas si tu peux te rapprocher du micro. Ça fait un peu Je de... vais essayer de me rapprocher du micro. Vous m'entendez mieux comme ça? Oui. Donc déjà merci pour donc ce retour d'expérience et ce travail-là que je trouve extrêmement intéressant. J'avais trois questions et une proposition. La première question, c'est justement par rapport à qui est à l'origine de la demande. Damien Gautran évoquait cet appel d'offres, mais moi j'aurais besoin d'avoir un peu plus de précision sur dans quelle mesure finalement le partenariat a permis de générer cet appel d'offres, comment ça s'est passé, ou est-ce que c'est simplement finalement le pôle métropolitain qui a eu cette idée-là et qui finalement s'est affiné, ou est-ce que c'est plutôt une démarche partenariale en fait, qui a permis de faire évoluer le projet? Donc, ça, c'était ma première question. La deuxième question, c'est aussi en écho à ce que Damien Gaucherin a dit à un moment, il y a un besoin de mise en relation, il y a un besoin d'évaluation des potentiels, d'évaluation des coûts. Et j'ai l'impression que l'objet qui comble pas mal ce sujet-là, c'est quand même le cadastre solaire, sans vouloir croire que un outil numérique résout tous les problèmes, mais j'aimerais quand même avoir un peu plus d'informations sur est-ce que c'est dans quelle mesure ce diagnostic de filière vous a amené à faire évoluer, imaginer des évolutions, ou au contraire se rendre compte que cet outil-là répondrait très bien à la demande. Voilà, quelle place vous voyez dans le cadastre solaire sur cette stratégie de filière? Donc, c'est ma deuxième question. Ma troisième question, alors c'est aussi encore en écho à des propos de Damien Gaucherin qui a de manière très rapide évoqué le solaire thermique. Et c'est vrai qu'à Montbéliard, on aime bien entendre parler de solaire thermique. C'est de se dire que nous, ce qu'on constate, c'est que autant la filière électrique en matière de développement vénère, elle est plutôt dans les rythmes attendus de nos objectifs climatiques. Par contre, la filière chaleur, elle est clairement pas du tout dans ces objectifs-là. Et donc, voilà, savoir si effectivement il y a des réflexions qui peuvent émerger aussi sur d'autres filières. En tout cas, voilà, si vous avez déjà le même constat que nous, et puis si vous imaginez que ce genre de travail de filière puisse peut-être être aussi approfondi sur un enjeu qui, en tout cas, moi, me paraît vraiment important au regard de ce qu'on regarde, ce qu'on a au travers de l'observatoire sur le rythme de développement de la chaleur renouvelable. Le solaire thermique en fait partie, mais il n'y a pas que ça, bien sûr. Donc ça, c'était mes trois questions. Et ma proposition, vous avez évoqué un moment la réflexion sur les contraintes réglementaires et les opportunités d'intégrer dans les PLUI, les SCOT, les PLU, des éléments par rapport au solaire, simplement pour éventuellement vous dire une proposition que le SCOT de Métropole Savoie
à travailler ce sujet-là de manière approfondie en l'intégrant dans son SCOT, mais aussi dans les PLUI, et en ayant fait très récemment un document cadre qui permet d'intégrer ça dans les documents d'urbanisme. Il me semble que ça aurait tout intérêt à alimenter votre réflexion, parce que je suis pas sûr qu'il y ait des grosses différences, même si le littoral, on l'a peut-être un petit peu moins que vous en Savoie par rapport à la Haute-Savoie. Et donc, peut-être, si ça vous intéresse, je pourrais vous mettre en relation avec Guillaume Desronziers du SCOT de Métropole Savoie, qui a ces documents à jour et qui pourra, je pense, avec grand plaisir vous les transmettre pour que vous puissiez bénéficier de cette modeste expérience. Alors, merci beaucoup Sébastien. Je me permets peut-être de répondre à une partie des questions, mais Sonia, notamment sur la diversification, le solaire thermique, je pense qu'on pourra le faire à 80 parce que je partage le constat, ça avance pas assez vite, mais voilà, il y a tout un champ à ouvrir. En préambule, merci Sébastien pour tes félicitations et je te les retourne parce que je sais qu'on sait combien la communauté de communes Cœur de Savoie est très en avance sur une approche systémique du déploiement du solaire photovoltaïque. Et merci pour ta proposition qu'on accepte bien entendu de nous nourrir de vos réflexions. Ça a d'ailleurs déjà été un peu particulièrement le cas, mais très très preneur de bénéficier de votre expérience parce que plus on travaille ensemble, plus on fait avancer ces sujets, bien entendu. Ça nous fait tous ensemble gagner du temps. Voilà, donc avec plaisir. Merci beaucoup pour cette proposition. Alors, sur les deux premiers points, en effet, le cadre économique et administratif aujourd'hui, c'est un marché, mais ce marché, il est consécutif à un travail partenarial, j'ai envie de dire, de fond que nous menons depuis 10 ans maintenant avec le pôle métropolitain et son représentant sur ces sujets que tu connais, qui est Hervé Villard, hein, qui est chargé de mission TEPOS, qui est par ailleurs vice-président transition énergétique de la vallée de Chamonix. Et nous travaillons très étroitement avec Hervé Villard depuis très longtemps. Et cette idée de ces réflexions partagées ensemble, comment on peut accélérer, comment on peut avancer, comment elles ont maturé et elles se sont traduites ensuite par un cahier des charges auquel nous avons répondu. On n'a pas été les seuls, mais on a répondu et le pôle métropolitain a choisi de nous faire confiance pour la structuration de ce travail sur la filière. C'est donc, si on essaye il faut repérer dans ce travail écosystémique des personnes clés qui partagent les mêmes convictions, un diagnostic technique, pas forcément toujours au même niveau, mais avec qui on est capable de poser, de dialoguer d'abord et puis de poser des enjeux, des objectifs, faire de l'analyse de contraintes. Mais créer, il y a toujours autour de ces sujets-là, d'abord un groupe qui partage les mêmes convictions, et c'est des personnes clés qui se situent à différents endroits du territoire, dans différentes structures. Et c'est vrai qu'avant que le pôle métropolitain ne se décide à traduire en appel d'offres public, marché, prestation de services au titre de l'animation de ces sujets, et ben, il y a eu tout ce travail préparatoire. On a démontré qu'on savait faire émerger des centres, que le sujet nous intéressait dans le cadre, bon, bref, etc. Donc, il y a un peu ce boulot initial d'identification de personnes clés qui ont conduit le pôle métropolitain à faire un pas en avant, qui l'ont conduit également à nous faire confiance dans la réponse partagée avec des partenaires suisses sur de l'Interreg et des partenaires italiens sur de l'Alcotra. Donc voilà, il y a tout c'est une histoire d'hommes convaincus, enfin d'acteurs convaincus qu'on a fait émerger, avec qui on a entretenu des liens, des relations, des discussions qui nous amènent là où nous sommes aujourd'hui et on espère encore plus loin. Ça, c'était sur le premier point. Merci d'avoir rappelé la part du cadastre solaire dans ces sujets. On a, dans le cadre d'un précédent programme Interreg, développé un cadastre solaire sur le Grand Genève et plus précisément Innoval travaillait sur l'extension du cadastre solaire de la ville de Genève à toute la périphérie aux 8 PCI côté français. Alors, je pourrais partager le lien. Hein, c'est un outil qui est toujours d'actualité, qui fonctionne bien. Ce n'est pas un outil hyper développé, mais il permet. Ça nous a paru très, très pertinent. Alors, on l'a sorti pendant le Covid et juste après le Covid. Il se trouve sur le site des SIG à Genève. C'est eux qui l'hébergent, mais ça permet à toutes les personnes de l'écosystème d'avancer sur une culture plus juste, plus objective et plus partagée du sujet de l'énergie photovoltaïque. De ce point de vue, je veux insister avec Sonia, on est assez d'accord pour dire, et
on mène des petits séminaires de formation auprès des intercommunalités, des élus, des techniciens, parce que un des principaux freins qu'on a identifiés, c'est ce manque de culture commune de l'énergie photovoltaïque. C'est-à-dire que, Sonia le rappelait tout à l'heure, il y a énormément de présupposés, il y a énormément de choses qui sont pas encore. Il nous manque ce vocabulaire commun, cette grammaire commune de l'énergie solaire photovoltaïque. Et le cadastre solaire, même si c'est le nôtre, n'est pas un outil hyper développé, il permet partout dans le Genevois français, celui auquel nous avons contribué, qui existe aujourd'hui, il permet à n'importe qui, collectivité territoriale, entreprise particulière, en rentrant son adresse, de pouvoir assez facilement identifier la pertinence de son projet, le productif sur sa toiture, à la grosse maille, parce qu'il faudrait être beaucoup plus fin, mais ce n'est pas un outil prospectif de ce niveau-là. Mais le niveau d'investissement, les contraintes réglementaires, ça, on a été très attentif à faire apparaître dans notre cadastre solaire un calque sur les contraintes d'urbanisme que j'évoquais tout à l'heure. Donc, il y a eu un travail avec le CAUE, etc. C'est un outil clé, nous semble-t-il, pour la stabilisation de cette culture commune. Maintenant, comme tout outil numérique, notamment financé par des programmes européens, sa principale faiblesse, c'est de ne pas avoir anticipé, mais c'est souvent le cas malheureusement, sa mise à niveau permanente. Et aujourd'hui, très rapidement, il devient un peu obsolète sur des données, des choses comme ça, parce qu'autant on a trouvé des financements pour l'émergence et puis sa mise en marché, j'ai envie de dire, autant maintenant, pour sa maintenance, plus personne ne s'en occupe, les universités qui ne sont plus là, etc. Mais ça demeure, à notre avis, un outil très, très pertinent pour cette culture commune de l'énergie renouvelable et du solaire en particulier. Ça permet en 3 clics de voir à peu près l'étendue des possibles sur une adresse donnée, un territoire donné, un parc d'activités économiques, des bâtiments publics. Et voilà. Bon, donc, à notre avis, ça reste un outil très, très utile pour la diffusion de cette culture, pour le solaire pour les nuls, comme on aime bien l'appeler. Le troisième sujet sur le solaire thermique. Alors, notre cadastre solaire parle aussi de solaire thermique. Pourquoi on n'arrive pas à le développer, j'en sais rien. Je dois dire que pour l'instant, on s'y est pas tellement attelé. On est plutôt à la manœuvre, comme tu l'auras compris, sur les sujets du solaire photovoltaïque. Mais il y a dans notre marché, on l'a pas trop travaillé jusqu'à maintenant, il ne faut pas tarder à s'y mettre, de la diversification, de l'investissement citoyen sur d'autres formes d'énergie renouvelable. La culture du coin nous fait plutôt aller vers de l'hybridation, vers les réseaux de chaleur bois, mais c'est un peu stupide parce qu'il y en a tellement qui sortent de terre aujourd'hui qu'il y a un vrai problème de ressources. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à nouveau obligé de se dire on va aller chercher du bois très loin. Et c'est quand même très con du point de vue du bilan carbone du transport de la ressource. C'est pas une bonne idée dans ce qui est en train de se passer. On a parlé aussi un peu de géothermie. Il y a des choses à regarder, mais c'est quand même des mobilisations d'énergie très complexes, alors que le solaire thermique apporterait énormément de solutions. Mais Sona, Il y toi qui as a le beaucoup... troisième projet solaire thermique citoyen de France qui est sur votre territoire. Ah oui, tu vois, on ne le connaît pas très bien. Annemasse. Voie Oui, solaire Almas, mais Annemasse, voilà, voilà. on ne le connaît pas très bien et ça a un peu du mal à émerger, nous semble-t-il, pour l'instant. Mais peut-être que Noémie, tu peux en dire plus. Et puis Sonia, de ton côté, apporter ton regard sur l'animation du contrat de chaleur renouvelable que tu as mené là pour l'ADEME. Il y a peut-être des choses voilà, qui sont émergentes et plus intéressantes. Mais on est en retard sur le solaire thermique, oui. Oui, pour compléter ce que tu dis, Damien, sur ce point-là, en fait, l'expérience des centrales villageoises met bien en lumière ce pourquoi on est sur le PV. C'est que le PV, c'est simple, en fait. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on est là-dessus, parce que le PV, c'est simple et parce qu'en fait, on se rend compte que déjà, aujourd'hui, sur le photovoltaïque, il y a un besoin de venir animer cette filière et de venir lever des verrous. Le solaire thermique, du coup, d'un point de vue juste déjà concret, hein, c'est déjà plus complexe à réaliser, à assurer la maintenance. Euh, et du coup, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y aller, mais c'est plus dans un deuxième temps. Donc, en effet, ça sera par extension la chose la plus proche du photovoltaïque qu'on ira étudier. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est plutôt un souci de simplicité et de se dire déjà sur cette énergie, sur cette techno qui est simple, eh ben, on se rend compte que d'un point de vue réalisation de projet, il y a beaucoup de verrous et que d'un point de vue potentiel énergétique, il y a déjà un monde à faire. Donc voilà, on va dire que c'est plus à l'image des centrales. On commence par ce qui est simple et ensuite on essaye d'aller vers les choses un peu plus complexes qui viennent compléter parce qu'il ne faut pas faire que du photovoltaïque, ça on en est convaincu aussi. Merci beaucoup.
Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'Assemblée? Vous pouvez directement ouvrir vos micros hein, si vous voulez prendre la parole. Ça serait peut-être plus simple comme ça. Je vois pas d'autres questions. C'est En que parallèle, c'était... Noémie, en tout cas, je t'ai renvoyé, je ne sais plus si je te l'avais envoyé par mail, la synthèse détaillée, où il y a quelques slides quand même un petit peu plus étayés sur différents sujets. Si tu veux la partager aux différents participants, c'est avec plaisir. Ok, ben volontiers, on l'enverra à tous les inscrits et voilà, comme ça vous aurez Super. effectivement un peu plus d'informations dans cette synthèse qui est un peu plus large que ce qui a été présenté aujourd'hui. Ben, merci vraiment à tous les deux pour ce retour d'expérience. Je pense que ça peut vraiment inspirer d'autres territoires qui voudraient comme ça prendre le temps de mettre tous les acteurs autour de la table, de réfléchir ensemble quels sont les besoins de développement, de qui peut faire quoi, etc. Donc, et je sais aussi toute l'attention que vous avez par rapport à l'inscription des entreprises dans l'ESS. Et donc, ça, c'est aussi intéressant dans vos travaux. Donc, j'espère que ça pourra inspirer d'autres territoires. De toute manière, donc, il y a les coordonnées d'Inoval et de Sonia, enfin de Damien et de Sonia dans la présentation. Donc, si, si les participants ont des questions, je pense que peuvent revenir vers vous. Avec plaisir. Ce sera avec grand plaisir. Bah, merci d'avoir pris le temps de partager ce retour voilà, qui apporte pas forcément beaucoup de choses à vos travaux, mais voilà, je pense que c'est vraiment dans l'intérêt d'autres territoires de se lancer dans cette aventure-là et de voir qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place chez eux sur cette idée, sur cette méthode qui vous a permis de faire le tour de cette question. Et puis Un nous, on grand merci. n'hésitera pas aussi à moyen terme à vous faire aussi un retour sur comment est-ce qu'on avance dans le côté beaucoup plus opérationnel des choses et qu'est-ce qui peut se mettre en place aussi comme inspiration. C'est vrai que c'est aussi intéressant de voir des choses plus concrètes que juste des études. Ouais, tenez-nous au courant des suites. Ben là, voilà, déjà fin septembre, voilà, Ouais. les temps d'échange très concrets sur qu'est-ce qui découle de ce temps. Mais je pense qu'il était effectivement utile de faire un constat et de pas Non, non, mais avec plaisir. Ouais. partir direct dans l'opérationnel. Là, c'est On- ce temps du Honnêtement, constat partagé, en fait, et des besoins du territoire. bah, c'est cette question de l'organisation, la bonne orientation de l'ensemble des énergies qui doivent avoir un point de rencontre et d'alignement. Et avec Sonia, on partage le goût justement du développement de l'économie sociale. Merci de l'avoir rappelé, Noémie. Et c'est vrai qu'un des sujets qu'on a en tête, c'est de dire, bon, mais en matière de recyclage des premières générations de panneaux en lien avec la REP, le sujet devient d'actualité. Et même en matière de réemploi, enfin, il y a des choses à imaginer. Et donc, ça aussi, c'est des entreprises d'insertion qu'on peut créer localement, qui permettent à des gens de se retrouver dans des parcours d'insertion. C'est sans fin et c'est vraiment passionnant de travailler sur ces logiques-là. En Donc, on effet. partagera tous les prochains pas en avant. Et je suis effectivement à dispo pour parler solaire thermique, qui est un sujet qui me Mais plaît oui, aussi merci beaucoup, beaucoup, Noémie. comme à Sébastien. Merci pour cette précision. Bah, merci beaucoup et puis à très bientôt. On finit À avec bientôt, un petit ouais. peu d'avance, c'est parfait. Bon courage Merci à tous. beaucoup. À bientôt, À merci. bientôt, au revoir.